10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. C'est peut-être le soir où tout a changé, celui qui a amené le nouveau monde. Et les amis, tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Plongeons au cœur de notre histoire footballistique pour comprendre le moment de métamorphose. Nous sommes le 29 avril 2008. 29 avril 2008, c'est aussi le jour de la date de sortie de GTA 4. Donc ma génération, là, on s'apprête à passer pas mal de temps avec Nico Bellic. 29 avril 2008, à ce moment-là, Pep Guardiola vit sa première saison sur un banc de touche, celui du Barça B. Et 29 avril 2008, ces deux monstres, Cristiano 23 ans, Léo 20 ans, ils cumulent à ce moment-là précis, à eux deux, 0 ballon d'or. Et tout ça donc s'apprête à changer radicalement. Presque tout. Presque tout. GTA, 17 ans plus tard, on n'en a eu qu'un seul autre. Mais niveau foot en tout cas, ouais, on est à la veille d'une transformation complète de notre sport. Et du coup, j'avais envie d'aller jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il y avait à apprendre de ce moment crépusculaire, ce moment de transition. Vous savez que j'adore étudier les civilisations pré-guardioliennes. J'aime bien être l'archéologue, l'historien du présent, comme je vous disais dans cette vidéo. C'est mon objectif, mon ambition d'être un analyste total qui a le plus de matière pour comprendre comment notre sport a changé, aller fouiller dans le passé pour mieux comprendre le présent. Ça fait un petit peu partie de mes devoirs. Et donc, je passe pas mal de temps sur ce magnifique site qu'est Footballia. Je suis allé voir ce moment pivot. Demi-finale retour de Champions, 2007-2008 à Old Trafford. C'est seulement à ce moment-là la deuxième fois que Messi, sans barbe, maillot turquoise, Cristiano, beaucoup de gel dans les cheveux, splendide maillot rouge, c'est seulement la deuxième fois qu'ils s'affrontent de toute leur histoire. Pourquoi ? Parce que la première, c'était juste 6 jours plus tôt, le match aller bien sûr, le match aller au Camp Nou. Donc on est déjà là au début de quelque chose. Il y a des images assez fantastiques, des duels entre les deux, épaule contre épaule, deux notamment dans ce match, qui ont fait aussi la mythologie de cette rencontre. Frank Rijkaard vit le dernier match de Champions de sa carrière sur le banc du Barça. Lui qui a passé 5 ans, plus de matchs et plus de temps que Pep lui-même, véritable artisan du début de transformation, de la renaissance de ce Barça au XXIe siècle. Ce sera son dernier match. 10 jours plus tard, Pep Guardiola sera annoncé comme étant son successeur pour la saison suivante. Et alors, je crois qu'il pensait qu'il était en train de prendre un poste au support Haïti, là. Et est-ce que vous reconnaissez lui ? À sa droite, ouais, Laporta, une autre époque. 3 semaines après ce match, bien sûr, United va aller gagner la Champions contre Chelsea dans la première finale 100% anglaise de l'histoire, pas la dernière. Cet été-là, l'Espagne gagnera le premier trophée de son histoire au XXIe siècle, premier trophée majeur du XXIe siècle, pas le dernier non plus. Et Ronaldo remportera son premier ballon d'or. Il ouvrira le bal d'une série de 10 ballons d'or confisqués par ce duo dictatorial. Donc voilà, ce printemps-été 2008, entre l'arrivée de Pep, l'arrivée du duo d'aliens, l'arrivée de la Première Ligue comme force continentale, c'est pour moi le crépuscule de l'ancien monde, l'arrivée du nouveau. Je voulais voir à quoi ressemblait cette Amérique en 1491 pour mieux comprendre notre sport aujourd'hui. Alors, ce match, Barça United, voilà les équipes. Je crois que sur les choix majeurs intéressants, il y a d'abord la charnière centrale du Barça, Puyol, Gabriel Milito. On a eu cette saison-là Milito Marquez avec Puyol en latéral droit. Rijkaard a aussi utilisé Puyol Thuram. Là, c'est Puyol Milito. Et si on regarde sur FBRF cette saison-là, Abidal, Puyol, Milito, Zambrotta, toutes compétitions confondues, c'était vraiment la ligne de 4 préférentielle de Rijkaard. Deco, qui est titulaire, beaucoup moins. Le choix beaucoup moins préférentiel, je pense. À 31 ans, j'ai trouvé dans ce match qu'il en faisait plus. C'est sa dernière saison au Barça. Il ne sera pas conservé par Pep l'année d'après. Normalement, peut-être qu'Iniesta est à sa place, dans un milieu Touré, Xavi, Iniesta, quelque chose qu'on a pas mal vu sur cette saison 2007-2008. Mais Ronaldinho serait l'ailier gauche, mais il n'est pas là. Ballon d'or 2006, saison 2006-2007 qui est pas mal non plus.
Mais 0-7-0-8 pour Ronaldinho, c'est vraiment la pire saison de sa carrière. Il est blessé quasi toute l'année. Il est out depuis mi-mars à ce moment-là. Ce match est 29 avril. Ronaldinho est out depuis un moment. Donc pas de Ronny sur cette rencontre. Ça aurait pu être Thierry Henry qui rentre à la fin, mais il aura joué 45 minutes, aller-retour cumulé, je crois, parce qu'il était à état grippal avant l'aller. Je ne sais pas s'il était pleinement remis. Donc peut-être que normalement, on aurait eu Xavi, Iniesta, Touré et soit Ronaldinho, soit Henry en tant qu'ailier gauche. Mais ce n'est pas le cas. Iniesta est ailier gauche, Deco est au milieu avec Messi et Eto'o, Valdés dans les buts. Voilà le 11 du Barça. Pour United, les choix forts, les choix très forts, c'est Wes Brown, ici d'ailleurs, titulaire aux côtés de Rio Ferdinand en défense centrale. Alors Wes Brown, c'était le défenseur central, toute compétition confondue, ici avec EPL et Champions, mais si on ajoute les Cups, le défenseur le plus utilisé par Fergie sur toute la saison 2007-2008, 52 matchs pour lui. On voit que la ligne de 4 normale d'United, c'est Rio, Wes Brown, Patrice Evra, Nemanja Vidic. Et donc Wes Brown, normalement, c'est un latéral droit. Là, il n'est pas latéral droit, il est défenseur central, aux côtés de Rio. Hargreaves est latéral droit, parce que Vidic est out sur toute la demi-finale. Aller comme retour. Donc Brown le remplace. Rooney est out aussi. Donc c'est Nani qui est titularisé à droite. Tevez, Ronaldo en pointe d'un 4-4-2 avec Ronaldo qui dézone beaucoup bien sûr sur ce match. Et je crois que les autres choix forts, Scholes carré au milieu classique, mais Ji-Sung Park titulaire notamment pour faire, si vous avez vu les vidéos de Ji-Sung Park contre Pirlo en 2010 à San Siro, vous comprenez un petit peu l'état d'esprit de Fergie avec Park dans la zone de Messi. Ça peut être une solution potentiellement sur cette rencontre. Où je rappelle le scénario d'avant-match, ça fait 0-0 au Camp Nou. On est à l'époque de la règle des buts à l'extérieur. Donc si le Barça fait ne serait-ce qu'un nul avec des buts, il passe. United doit absolument gagner ce match pour passer. Ou alors 0-0 plus tir au but. Mais à l'époque, les commentateurs, j'ai regardé ce match, Footballia a publié un truc de Man United TV, ils disent bon, il va falloir marquer plus d'un but normalement pour passer parce que le Barça a juste trop d'armes offensives. Ça, c'est le scénario. Les choses qui m'ont marqué en regardant ce match, la première chose, on est effectivement crépuscule lunaire, le nouveau monde qui arrive. On est vraiment sur un moment de foot prépositionnel. Ça se voit sur beaucoup de choses, notamment sur le début, la relance. Le 1-0, il vient de cette action. C'est une passe de Puyol pour Milito, donc de centrale à centrale, un peu classique. Mais tout ça sans avoir fixé. Il n'a pas fixé Tevez, il ne l'a pas attiré, il n'y a pas eu un moment de pausa pour l'éliminer sur la passe latérale à Milito. D'ailleurs, Yaya Touré lui dit de grimper, fixer, conduire et fixer pour faire un premier décalage. Il transmet à Milito. Tevez peut déjà courber sa course et aller agresser Milito. On voit qu'il y a Deco aussi qui est très énervé envers Puyol, qui dit mais il faut que tu montes avec ballon. Ils sont en train de s'expliquer un petit peu ici. Tevez va presser Milito. Xavi décroche un petit peu pour aider, mais c'est trop tard et dans l'ensemble, cette charnière, c'est assez compliqué. Et là, Tevez presse, Milito ouvre, mais grosso modo, c'est fini. Yaya demande d'être calmé, Deco est furieux. Dans l'ensemble, je trouve que le foot de l'époque, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus de choix pressés qu'aujourd'hui. Manque de qualité technique, manque de course des partenaires pour proposer des solutions dans le build-up, mais manque de scan, de vision et manque de pausa surtout. Ça fait beaucoup de jeux longs, jeux allongés, jeux non maîtrisés. Juste aussi parce que la position des joueurs offre moins de possibilités et ouvre moins d'espace. D'ailleurs, cette action, United récupère, Ronaldo accélère, Zambrotta relance catastrophique dans l'axe, Scholes s'en saisit et va aller d'une frappe sublime, légendaire bien sûr, but très très connu de cette rencontre, aller tromper Victor Valdés. Le seul but de ce match, United, spoil, va effectivement se qualifier au bout de cette demi-finale retour en l'emportant 1-0. Ça vient de là, ça vient de cette passe Puyol-Milito qui a fait perdre la possession au Barça en n'ayant pas fixé. Première chose, ok. Deuxième situation ici, Milito pareil, il y a Tevez qui vient agresser, United est en bloc assez haut. Je pense qu'aujourd'hui tu sors de cette situation avec un triangle Milito, Yaya, Xavi. Même si tu joues pas directement sur Xavi ici qui est un peu en décrochage pour aider, ce triangle on le connaît par cœur, il aide à sortir de solutions
il aide à sortir de moments sous pression. C'est pas ce que choisit Milito. Il rend un petit peu la mauvaise passe de Puyol tout à l'heure et le met sous forte pression ici. Park peut le serrer. Puyol allonge. Ballon perdu par le Barça. Ça, 3 mois plus tard, on n'en verra quasiment plus. Je pense aussi que Zambrotta peut aider en étant plus long ligne de touche pour ouvrir un espace à l'intérieur de transmission là pour Deco. Et dans l'ensemble, les positions des joueurs ouvrent très peu d'espace pour leurs partenaires. J'aime bien que la solution pour Puyol, il y a un petit focus sur lui juste après cette action, et on le voit parler à Milito. La solution apparemment pour lui, c'était c'est toi, il fallait que toi tu balances. Un de nous deux allait balancer. Si c'est pas moi, c'est toi. Et en l'occurrence, si vous voulez que ce soit lui, je trouve que dans l'ensemble, Puyol et Milito, pas beaucoup de complémentarité. Je les vois sauter à deux pour un même ballon aérien. Je les vois se battre dans la surface pour un même dégagement. Ce sera tellement mieux avec Piqué. Là, on a vraiment une charnière chien-chien. C'est pas le chien-chat que sera Puyol-Piqué. Il n'y a pas cette complémentarité-là. Là, c'est vraiment deux chiens assez agressifs. Et j'aime bien Puyol. J'ai fait toute une vidéo sur Puyol il y a pas longtemps d'analyse technique. Il faut quelqu'un de plus complémentaire à ses côtés pour que ça marche très très bien. Sur les interventions défensives, par contre, il n'y a pas de souci. Il y a un immense tacle sur Cristiano Ronaldo ici en seconde période. Milito a plutôt un bon pied pour l'époque pour casser la première ligne. Il trouve des passes intéressantes. Ici, par exemple, pour aller chercher Deco, pas mal. Mais complémentarité entre les deux, bof. Donc ce jeu prépositionnel, cette époque prépositionnelle, je l'ai vu sur tous ces moments-là du Barça. Je le vois aussi sur cette situation Ronaldo-Messi qui amène une des images iconiques de la rencontre là. Ça vient d'où ? Ça vient de là, un contrôle pas tout à fait réussi par Ronaldo. Il se retourne un petit peu lourdement et Messi a anticipé. Mais surtout, regardez, il y a 5 joueurs d'United qui sont exactement sur le même axe. C'est une escadinha inverse. En tout cas, ça offre encore une fois pas beaucoup de possibilités évidentes pour Ronaldo pour pouvoir progresser le jeu. Pas une organisation et une structure qui te permet de résister à des charges. Tout le monde sur le même axe. Pas ouf positionnellement. Là, encore une fois, en seconde période, pour le Barça, qui doit revenir dans le match, qui doit marquer, un seul suffirait pour se qualifier. Messi axial, c'est arrivé pas mal de fois sur cette rencontre, on va en reparler. Mais pourquoi est-ce que Zambrotta, latéral droit sur le papier, pourquoi est-ce que Zambrotta est ici ? Il faut là ouvrir United avec de la largeur, contraindre ce bloc qui est très très dense et compact sur la largeur à devoir s'étirer pour ouvrir des intervalles entre les lignes. Pourquoi est-ce que Zambrotta est plus bas et aussi axial ? Il fait un appel profond au bout d'un moment, mais il le déclenche très tard et depuis très loin. Ça va pas être possible. Messi en plus l'avait scanné quelques instants plus tôt. On le voit retourner à la tête en mode Gianluca, quand est-ce que tu pars ? Il part trop tard et de trop loin. En plus de ça, positionnellement, cette action est très difficile. Tu vois que Deco décroche et c'est un décrochage où il fait pas grand-chose de plus que densifier la zone de Messi. Il amène Evra dans sa zone et ça rend l'angle impossible à trouver pour Léo qui bute sur Evra ici, sur cette passe. Heureusement que Messi contre-presse derrière, ça fait encore un duel Messi-Ronaldo, et avec le soutien de Deco aussi qui contre-presse, ballon récupéré dans le dernier tiers. Barça met beaucoup de pression sur cette dernière demi-heure, mais positionnellement, ça, et Deco qui vient obstruer cette zone, c'est assez catastrophique. C'est la première chose que je vois, le football prépositionnel, il y a des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. La deuxième chose, je dirais, c'est l'addiction au jeu haut. C'est pas exactement pareil que le jeu long, même si on va montrer pas mal de moments où ça allonge beaucoup et sans doute beaucoup trop, mais beaucoup de passes légèrement hautes. C'est quelque chose que j'ai vu tellement, parce que l'autre jour j'ai regardé aussi OL Real Madrid de 2005, le 3-0 à Gerland, et en fait tellement de moments où c'est des passes qui pourraient être mises à ras de terre, mais le donneur décide de juste la toper légèrement. Peut-être pour que ça passe par-dessus le genou du défenseur, ou peut-être pour qu'elle ait plus de chances d'arriver au destinataire légèrement. Tu augmentes peut-être légèrement les pourcentages. Mais ça met le destinataire et le récepteur dans tellement plus de difficultés. Alors,
Messi là, ça va rien donner, il est long de ligne de touche. Là, c'est encore pire. Deco, c'est vraiment le pire dans cet exercice. Beaucoup de ses passes sont juste légèrement hautes. Par exemple, là, au lieu de la donner basse, ras de terre, il la lift un petit peu, il la top un peu, et Messi doit contrôler de la poitrine. Là, c'est beaucoup de passes à mi-hauteur comme ça qui sont données, alors que honnêtement, il n'y avait pas besoin. Ça ralentit un petit peu, ça conduit techniquement, si tu n'as pas des contrôles de cette qualité-là, ça conduit à des moments où le ballon échappe, ça donne du 50-50. Beaucoup trop de jeu haut en général. Et je trouve que les moments où l'idée du jeu de Xavi et Iniesta, qui sont dans ce match, qui sont titulaires les deux ensemble, et qui ont des vraies belles séquences de combinaison, leur idée du jeu est rendue incomplète par des coéquipiers qui sont un peu accros à ce jeu haut/long. Ici, ils combinent beaucoup de moments qui sont très modernes entre les deux. Là, recombinaison, hop, une des rares séquences avec vraiment beaucoup de jeux combinés et une séquence peut-être à 10 passes consécutives. T'en vois pas tant que ça dans ce match. Iniesta, Milito, Puyol, ça arrive sur Deco. Deco face au jeu, hop, il bombarde immédiatement. Beaucoup de ballons longs, beaucoup de ballons hauts. Et je sais pas, par exemple, ici, on voit Xavi qui demande entre les lignes cet intervalle Carrick-Scholes. Il peut être percé par Eto'o qui est en décrochage, mais il va choisir d'allonger là pour Messi. C'est beaucoup trop long, ça arrivera jamais. C'est dommage en particulier pour Deco, qui est assez agaçant avec tous ces ballons mi-hauteur donnés comme ça, parce qu'il est aussi capable, avec des accélérations, des petites foulées à l'intérieur, il est capable de créer des décalages, et même à 31 ans, tu vois le joueur que c'était. Je vois aussi le joueur dont Pep Guardiola décide de se séparer dès qu'il arrive. Ça me semble assez clair que cette addiction au jeu haut et au jeu long, ça colle pas très bien avec les préceptes de Pep. Il partira, Deco, il ne jouera jamais sous Guardiola. Quelques autres vestiges de cet ancien temps avant d'arriver à celle qui annonce des lendemains meilleurs. Là, on est vraiment sûr à quoi ressemblait ce 20e siècle footballistique, mais on voit pas mal de traces du 21e. Pas ici, pas là dans cette partie. C'est par exemple la sélection des tirs qui est très NBA avant qu'on comprenne que le 3 points était un des tirs les plus rentables sur le terrain. Je vois beaucoup de tirs très longue distance tentés, et là, c'est pas un tir de 80e minute pour faire sortir le bloc ou un petit peu désespéré, c'est un tir 20e minute de Yaya Touré, qui fait un très bon match par ailleurs, qui est vraiment top. On va en discuter d'Yaya, l'araignée Yaya. Mais là, il allume à 35 mètres. Non, clairement pas le bon choix. Les coups de pied arrêtés, on n'est pas en 2025. Les corners qui sont tapés sortant ici, même au-delà du point de pénalty, c'est vrai, ça a pas mal changé. Et quelque chose qui a changé, c'est... alors, niveau arbitrage, il y a forcément des choses. C'est une des choses qui a plus changé sur les 20 dernières années. Pas de VAR. Bon, bah, en vrai, au bout de 20 secondes, je pense qu'avec VAR, le Barça a un penalty. Messi accélère, faute de Scholes. Elle est sifflée comme étant à l'extérieur de la surface de réparation. Aujourd'hui, on sait, la ligne, c'est la surface. C'était sur la ligne. Et le Barça aura simplement ce coup franc excentré. L'arbitre, dans l'ensemble, des deux côtés, pas ouf. Et une chose en particulier, il est constamment en train de gêner les actions. Ça, là-dessus, il faut le dire, les arbitres ont beaucoup progressé. On les voit encore toucher des ballons ici et là, puis redonner, s'excuser. Mais dans l'ensemble, c'est un petit peu plus une rareté. Là, franchement, dans ce match, et je vais vous montrer une autre action tout à l'heure, constamment en train d'être dans les zones où le ballon circule, de devoir comme ça sauter. Beaucoup de gêne arbitrale. Et ça a pas mal changé. Ok, on arrive aux séquences qui annoncent des lendemains meilleurs, celles qui annoncent le 21e siècle. Et la première, peut-être, la chose qui m'a le plus interpellé, Xavi McFly et Doc Iniesta. Pourquoi ? Parce que dans ce match, c'est un petit peu comme quand je regarde des anciens matchs de Pelé. Ça m'est arrivé quelques fois, et un truc qui m'a marqué, et quelque chose qui m'a beaucoup aidé, je pense, pour comprendre comment tu juges le sport d'antan, le sport d'une autre ère, et comment est-ce qu'on évalue la qualité des joueurs. Quand je regarde les matchs de Pelé, il est le seul sur le terrain à avoir quelque chose de moderne. Pas tout, bien sûr, pas tout, le foot a tellement changé, mais je vois des mecs qui jouent clairement à un autre sport que celui qu'on connaît aujourd'hui, et quand Pelé prend le ballon, là il y a des petits trucs, sur quelques accélérations, quelques mouvements, il y a des petits moments où, ça c'est un peu moderne, ça ressemble à quelque chose que je connais. Et avec Xavi et Iniesta dans ce match, c'est totalement ça. C'est un peu comme s'ils avaient pris la machine à remonter le temps. En fait,
Ils connaissent le football de 2020, de 2025. Et ils sont arrivés là, il y a quelques instants. Ils sont sortis de la DeLorean avec leurs sneakers Nike et leurs caleçons Calvin Klein. Ils sont sortis de la DeLorean et ils nous ont amené le football d'aujourd'hui, mais à l'époque. Xavi McFly et Doc Iniesta, ils sont arrivés et là dans ce match, ils sont prêts à être pilotés. Ils sont prêts à amener le nouveau monde. Que ce soit pour Iniesta qui résiste au contact, transmission Xavi, le petit ballon donné en une touche, beaucoup de jeux combinés dans les pieds-espaces. Iniesta, ça ressemble à du Pedri. C'est du Pedri avant l'ère, mais il le fait à une époque où ça existe quasiment pas. C'est percé à l'intérieur d'un ailier gauche sur le papier, mais en réalité 8, qui accélère entre 4 mecs, la conduite tellement soyeuse, dépasse tout le monde, transmet ensuite, parfait. Eto'o est quasiment derrière lui, mais il sait qu'il est là, la transmission est parfaite, situation méga dangereuse pour le Barça. Je vois des moments où Iniesta décroche, mais très nettement depuis son poste d'ailier gauche pour être plus bas finalement qu'Eric Abidal, son latéral gauche. Il est là et il trouve du jeu avec Xavi. La liaison qu'il y a dans cet entrejeu catalan, ça ressemble à du foot d'aujourd'hui. D'ailleurs, la suite de l'action, Iniesta pour Xavi, Xavi le contrôle, jambe éloignée. La transmission pour Eto'o, pareil, beaucoup de verticalité, beaucoup de liens. Eto'o pour Deco, pour Messi, et la petite passe Lamine Yamal de Léo Messi. Elle ressemble à ces passes-là, qu'on a vu tout l'été dernier, notamment à l'Euro. Mais ouais, Iniesta, Xavi, les meilleurs joueurs d'une époque, semblent anachroniques. Ils semblent venir du futur. Ils semblent être en avance. Et dans ce match, c'est vraiment, vraiment flagrant entre les deux. Je me souviens déjà, la Champions 2006, quand Iniesta entre à la mi-temps, c'est déjà choquant. C'est déjà choquant à quel point il change totalement tout. Mais ouais, Iniesta, Xavi. Iniesta qui résiste tellement bien physiquement. Encore l'arbitre qui gêne. Ça rendait fou en regardant ce match. Mais ouais, la force bas du corps, la mobilité, vraiment en avance. Ouais, ça, c'est la résistance dans les duels. C'est l'Iniesta qu'on connaît dès 2008. Messi en 3. C'est seulement la 3e saison, 4 si on compte les quelques minutes jouées sur sa première saison, mais c'est la 3e vraie saison complète de Léo Messi. Il est déjà clairement à 20 ans au-dessus du lot. Assez choquant. Le match a démarré, il aurait pu avoir un penalty sur un double contact grand pont sur West Brown et ensuite l'incursion dans la surface sur Scholes. Ici, c'est dans l'autre sens. Il bat Scholes, il accélère, il bat Brown, déclenche une frappe extérieure de surface, stoppée par Van der Sar. Quelle prise de balle sur cette touche. 1, 2, passe entre deux, magique. Les changements de direction, il a rendu fou Scholes. Scholes, grand joueur avec ballon surtout. C'était pas le meilleur défenseur au milieu de terrain, il était bien épaulé par Carrick. Mais dans ce match, il a encore plus souffert que d'habitude face à Messi qui lui a filé un sacré tournis. Il était insaisissable. On commence à voir d'ailleurs dans ce match, bien avant Pep, bien avant le classico de Messi, faux neuf, etc. Très intéressant, on commence à voir beaucoup de Messi axial, avant son invention en tant que faux neuf. Ici, réaxé pour créer des déséquilibres, fluidifier le build-up, beaucoup en seconde période notamment quand le Barça vraiment doit accélérer. Super réception à l'intérieur, entre les lignes, transmission pour Eto'o. Dommage qu'Eto'o soit pas élite sur le jeu connectif. Il est très fort sur d'autres choses, il fait pas son meilleur match là, ce soir-là. Et sur le jeu de combinaison axiale pour profiter de ce Messi central, dommage, Eto'o n'a pas exactement les qualités qu'il faut pour ça précisément. Messi a mangé Scholes toute la nuit, qui dans le 1 contre 1, comme on a dit, est limité, mais là, la feinte de partir sur la gauche, pouf, en 2 temps 3 mouvements, le double contact, il est passé à une vitesse, l'action est tellement hardcore, et je trouve ça assez fou aussi. Là, on voit qu'on est dans le foot de l'époque. C'est, je pense, les derniers moments où Messi est défendu en 1 contre 1 sur corner, et pas en 2 contre 1, ou en 3 contre 1. Il n'y a pas beaucoup de double marquage sur Léo dans ce match. Et là, sur un corner joué à 2, tu laisses Scholes face à Messi là. Et tu dis que c'est OK. Tu laisses ces actions-là en seconde période. Top tack de West Brown. Immense tack de West Brown. On va en parler pour couper ce centre. Mais ouais, très intéressant de voir à quel point Messi était déjà au-dessus du lot et pas si défendu que ça. J'ai vu des moments où le Barça était du coup un petit peu moins positionnel, un petit peu moins jeu placé, un petit peu moins possession défensive et contrôle. Bah, du coup, il y a des moments où ils sont presque flickiens avant l'heure, avec des accélérations, des projections très verticales, Xavi, Deco qui portent. Bien sûr, les passes, elles sont toujours
légèrement topé. Ok, pourquoi pas. Messi trouvé à l'intérieur, qui accélère, bat Carrick, le fait avertir. Carrick a fait un bon match, mais Messi était dans un très bon soir aussi. En plus de ça, j'ai vu un Messi qui défendait pas mal. Alors là, je pense que c'est pas encore une action défensive, on y arrive, mais c'est un moment où donc il accélère de la droite vers la gauche, rentre à l'intérieur, transmet pour Xavi. Cette passe-là pour Xavi, que Ferdinand ne coupe pas, parce qu'il peut pas, mais Xavi pensait qu'elle allait pas arriver, qu'elle allait jamais arriver. C'est un moment où je vois encore Messi aussi, pas tout à fait compris, l'amplitude de son talent, pas encore compris pleinement par ses coéquipiers. Ici, dans cette situation, l'intervalle, il existe quasiment pas. Il y a Carrick sur lui, il trouve juste la petite zone où tu peux filer la passe, juste au bon moment. Xavi se dit c'est impossible qu'elle arrive, cette action va rien donner. Rijkaard a vu et s'est dit si c'était possible, mais ouais, très très intéressant cette séquence. Et après des moments où effectivement il est juste au-dessus. Là, déviation de Boyan qui est entré en cours de jeu et il a compris avant tout le monde, avant Evra, avant Carrick, que ce ballon allait revenir. Il accélère, il a un temps d'avance entre trois, il passe West Brown, retour de Carrick. Il n'y aura pas de ralenti. Ça me semblait un petit peu contestable. Et en plus, il touche le ballon de la main en étant au sol. Après, ça, c'est peut-être logique que ce soit pas penalty. Mais ouais, intéressant. Et intéressant de voir aussi, effectivement, Messi défendre. Être un petit peu une peste. Alors, Carrick manque de structure autour de lui. Ça le rend un peu vulnérable. Mais top pression de Messi dans l'angle mort de Carrick pour aller subtiliser le ballon. Et même quand les passes n'arrivent pas, même quand il y a des choses ratées de Messi, comme ici cette transmission pour Eto'o coupée par Ferdinand, elles sont rarement totalement ratées. Ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà à l'époque. Parce que par exemple, ici, la course de contre-pression et le ballon regagné dans le dernier tiers, il est fort comme ça. Cristiano, pas mal aussi. Pas aussi bon que Messi dans ce match, mais on le voit faire une rencontre d'une nature très très curieuse, très intéressante. C'est les efforts avant l'or. Il va gagner le ballon d'or très vite derrière, il va marquer en finale de Champions bien sûr. Il fait un vrai match de combat et un peu de sacrifice aussi, en étant notamment aussi au-dessus dans le 1 contre 1. Mais je vois des moments par exemple, ce ballon de Carrick, ça c'est un ballon de 2008, il n'est pas facile d'en tirer quelque chose. Entre Zambrotta, entre Puyol, et tellement au-dessus physiquement Ronaldo qui a réussi à le transformer en une occasion pour Ji-Sung Park. Et après en 1 contre 1, si tu le laissais en 1 contre 1 sur l'aile, sa force d'accélération et la vitesse de ses petits appuis, ça aussi c'était un Ronaldo de l'époque. La véritable tornade face à Puyol, les passements de jambes, changement de direction, double contact, et là il y a un moment où il a les 2 pieds en l'air, et Puyol mort dans le mauvais sens. Ronaldo sort un top centre pied gauche, il a déjà les 2 pieds, top centre pied gauche qui est coupé de la tête par Abidal, mais ça c'est quasiment une passe décisive pour Ji-Sung Park. Et dans l'ensemble, sa force de percussion, quand il est lancé, il y a des moments où il n'a même pas tant besoin que ça de sortir de gestes techniques pour passer. Juste lancer, Milito est trop lent pour latéralement couvrir la zone. Il accélère. La prise de décision là, c'est un petit peu comme la frappe de Yaya Touré tout à l'heure. Pied gauche excentré, Valdés couvre bien son premier poteau, alors qu'il y a sans doute transmission pour Park et puis ensuite pour Giggs qui est entré en cours de match. Ça aurait fait plus mal, mais Ronaldo dans ces situations-là, il y avait véritablement un truc injouable, comme Messi tout à l'heure. Tu pouvais pas faire grand-chose pour l'arrêter. Très intéressant de voir ça, mais ce qui m'a le plus plu dans cette fin de rencontre notamment, United doit surtout pas encaisser de but. 1-0, il passe, 1 partout, il passe pas. United se met à défendre en 6-3-1 avec Park et Ronaldo qui doublent les côtés. Park pour doubler avec Hargreaves et Ronaldo pour doubler avec Evra. Beaucoup de jeux longs du Barça, bien sûr, trop. Yaya Touré, ici dans cet intervalle pour Zambrotta. Zambrotta-Ronaldo, c'est un mismatch complet. Et défensivement, Ronaldo, tellement de duels aériens, à l'image de son but qu'il va marquer en finale de Champions contre Chelsea, où il tape une détente Michael Jordan, tellement de duels aériens défensifs, où il est imprenable. Je pense qu'il y en a 5 dans la surface sur le dernier quart d'heure. Ici sur Deco, il va au contact, il défend comme un chien. Le ballon qui est donné là, pareil, il le sort sur le bord de la surface de réparation. Vraiment la performance défensive de Cristiano Ronaldo dans ce match, ça aussi c'est intéressant de voir. Ronaldo de 23 ans, Messi de 20 ans, une palette du jeu différente par rapport à ce qu'on a connu ensuite.
Quelques autres éléments intéressants comme ça, un peu pêle-mêle pour conclure. L'araignée Yaya, un des joueurs qui m'a marqué comme étant aussi très moderne. La faucheuse, ce tacle zone 14 là sur Tevez, pas mal. Tevez, dans l'ensemble, a eu beaucoup de mal face à Yaya Touré, qui a constamment sur lui, interception là, une troisième un peu plus tard. Et pour les sorties aussi sous pression, pas mal. Un véritable joueur araignée, les longues pattes, la mobilité. Très fort Yaya, la contre-pression de Jisung Park ici aussi, qui est une véritable peste. Il y avait de vrais beaux moments. Et dans l'ensemble, peut-être quelque chose qui m'a bien plu aussi dans ce foot de l'époque, c'est moi je ne suis pas un grand nostalgique, ces vidéos servent à démonter la nostalgie que certains entretiennent aussi, mais quelque chose que je trouvais assez fort aussi, c'est avec la règle de seulement 3 changements, tu voyais beaucoup plus les mêmes joueurs au cours d'un même match, mais même tout au long de la saison. Donc par exemple, je sais pas, la ligne de 4, Zambrotta, Puyol, Milito, Abidal, peut-être parce que moins de matchs joués à l'époque aussi, des budgets de transfert un peu moins forts, je sais pas, mais cette ligne de 4, tu la vois tellement toute la saison. Pour Ferguson, Ferdinand, West Brown, Patrice Evra, Nemanja Vidic, les 4 ont joué quasiment tous les matchs. Donc les joueurs construisent encore un petit peu plus. On est moins dans le truc des effectifs de 16, 17 et 18 joueurs qui jouent tout le temps, etc. Et ouais, les grands moments de Yaya Touré, de Jisung Park. Il y a des trucs assez iconiques aussi. Mais donc Yaya Touré là, qui s'en sort. La ligne d'acier de Fergie. C'est le truc qui m'a le plus marqué dans ce match, parce que United va en finale de Champions, en sortant le Barça en demi-finale, aller-retour, n'aura pas encaissé le moindre but. Pas le moindre but contre le Barça de Messi, Eto'o, Henry, Iniesta, Xavi. La ligne d'acier a tenu, et j'ai vu des moments où Yaya, Thierry, Léo combine comme ça, jeu à 3, Léo accélère, transmission sur Eto'o. Dommage qu'ils ne sentent pas qu'il y a un petit jeu à 2 comme ça, bord de surface. Et Messi a fait déjà l'appel, c'est tellement en avance, et tellement tout compris avant. Il a tout de suite fait l'appel dans le dos de Ferdinand, mais le retour de Rio, les longues jambes de Rio, top intervention en pleine surface. Et après, véritable défenseur central, Chat. La relance sereine, calme de Ferdinand. West Brown. Alors Patrice Evra a fait un bon match aussi, mais West Brown, il a fait peut-être le meilleur match de sa carrière. 0-7-0-8, c'est clairement le pic de sa carrière. Normalement, il jouait moins. Avant ça, je crois que c'était peut-être Gary Neville à droite. Et en tout cas, il avait beaucoup moins de titularisation la saison précédente. Avec la grosse blessure de Neville, il joue toute la saison, comme on a montré, en tant que latéral droit. Avec Vidic qui n'est pas là, il est le premier choix pour le remplacer aux côtés de Rio Ferdinand. Et 2007-2008, en plus il donne la passe D en finale de Champions pour Ronaldo, mais 2007-2008, c'est vraiment son pic, c'est sa grosse saison, et il est énorme. On a montré l'action tout à l'heure, ici, là, le centre repoussé, incroyable dans le dernier quart d'heure. C'est dommage pour lui, il y a une grosse blessure en 2008-2009 qui l'empêche d'enchaîner véritablement, et O'Shea prend sa place. En tout cas, c'est O'Shea qu'on verra en finale de Champions 2008-2009, celle remportée par Pep. Mais 0-7-0-8, il est excellent. Très très gros match de West Brown. Et ça m'a marqué dans cette rencontre. Donc la suite, la conclusion de tout ça, qu'est-ce qui va changer ? Clairement, le jeu de position guardiolien, le football pré-positionnel qu'on a vu, il va y avoir des modifications assez drastiques. L'arrivée de Busquets, bien sûr, repéré par Pep, comme Cruyff avait repéré Pep lui-même au Barça B. L'arrivée de Busquets change beaucoup de choses, mais je suis très curieux de voir sur les matchs que j'ai le plus envie de regarder là maintenant sur Footballia, c'est le tout début de ce nouveau Barça de Pep, la défaite contre Numancia, la J1, le match nul contre le Racing Santander, la J2, et peut-être Rijon, J3, 6-1, où derrière il déroule, bien sûr. C'est les 2 premiers matchs sans victoire du Barça de Pep, et derrière c'est la série dévastatrice, notamment en Liga, c'est la Champions, c'est le triplé historique. J'aimerais bien voir ces 3-là, les 3 premiers, parce qu'on commence sans Busquets, pas dans l'effectif. Ensuite, il devient 6 à la place de Yaya. Yaya a beaucoup joué cette saison-là aussi, plus haut, parfois même en tant que 6, et Busquets, ça c'était contre l'OL. C'est arrivé une fois sur cette campagne de Champions, une seule fois. Busquets, pas à 6 comme ça. Il a été défenseur central un petit peu, mais Busquets genre 8 avec Touré et Xavi.
C'est arrivé cette fois-là, et puis plus du tout. Puis bien sûr, il y a la finale contre United, la finale légendaire. Ça, c'est peut-être le prochain match que je vais regarder et que je vais analyser pour vous. Silvinho, Piqué, Yaya Touré en tant que défenseur central, Puyol à droite, Busquets, Xavi, Iniesta. Ça, c'est la nouvelle ère. Là, on a vu l'ancien monde qui disparaît. Prochaine fois, peut-être on se retrouve pour parler du nouveau monde naissant. Les amis, j'espère que ça vous aura plu. On a fait un petit 35 minutes de ce deep dive historique, le soir où tout a changé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pour le coup, ça me ferait plaisir. Petit retour de ces vidéos historiques peut-être, surtout pour mieux comprendre la matière aujourd'hui, mais peut-être le début de quelque chose de temps en temps comme ça. Je pense que ça peut être sympa, en tout cas moi ça m'aide beaucoup. Alors là, ce soir, je sais pas quand je publierai cette vidéo, mais ce soir-là, c'est Champions. Très bien pour moi d'emmagasiner le plus d'images de l'époque et comprendre mieux l'époque pour saisir mieux aujourd'hui. Je pense que c'est un de mes bons chantiers, un bel axe à construire, et on peut le faire ensemble. Donc ça me régale. Si ça vous a plu, pouce bleu, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à tous ceux qui l'écoutent aussi en podcast. Vous n'avez pas vu les images, mais vous m'avez écouté narrer cette époque, l'époque de GTA 4. J'espère que ça vous a plu, que vous soyez à la gym, dans les transports, au taf peut-être, en train de faire la vaisselle, faire la lessive, faire la cuisine. Merci beaucoup d'être là, les gars, comme d'habitude. Prenez soin de vous, passez une très très bonne... Je sais pas quand on est là, c'est une des rares vidéos que je vais prépublier. Donc peut-être on est le matin, peut-être on est le soir, peut-être on est le week-end. En tout cas, prenez soin de vous, passez une très bonne journée, et on se dit à très vite.